Dans le brouillard d'un été finissant, la Calypso poursuit sa route parmi les glaces des mers antarctiques. Pour descendre plus au sud, le commandant Cousteau doit tout d'abord faire le plein de carburant pour le navire océanographique et pour l'hélicoptère de reconnaissance. Au-delà de ces dures montagnes de glace, la Calypso a rendez-vous avec l'un des rares bâtiments ravitailleurs qui, venus d'Amérique du Sud, se risquent dans ces mers hostiles. Le Bahia Aguirre est en vue. La Calypso se dirige lentement vers la rade abritée de l'archipel Melchior. Ce navire providentiel appartient à la marine argentine. Il arrive d'Amérique du Sud chargé de ce gasoil et de cette essence sans lesquels l'expédition serait bloquée. Paul Zuena, le maître d'équipage, s'occupe du pénible et dangereux transfert du fioul avec son collègue argentin. Les Argentins souhaitent bonne chance à l'équipe Cousteau tandis que la Calypso reprend sa marche vers le sud. Depuis le départ de Monaco, son port d'attache, 3 mois auparavant, la Calypso a déjà parcouru 9000 milles. En route pour leur plus grande aventure, le commandant Cousteau et son équipe ont traversé la Méditerranée. Puis l'océan Atlantique Nord, ils ont franchi l'équateur et longé la côte de l'Amérique du Sud jusqu'à son extrémité, la Terre de Feu. Puis ils ont traversé le détroit de Drake et ses tempêtes pour atteindre les îles glaciales situées au large du continent blanc. Des plongées d'exploration ont été effectuées au large de l'île du Roi George et sur les rives de l'île volcanique de Déception. Maintenant, la Calypso fait route vers le cercle polaire austral et au-delà. Elle longe vers le sud la péninsule de glace qui pointe en direction du monde civilisé. Voici la 3e partie de l'expédition Cousteau dans l'Antarctique. Dans ce 3e des 4 rapports filmés consacrés aux mers australes, les plongeurs de la Calypso vont tenter de révéler ce qui se cache sous les champs de glace d'un univers figé. « 200 ans et 2 jours après que l'explorateur anglais James Cook l'ait passé le premier, en 1773, la Calypso franchit le cercle antarctique. Nous avons vu très peu de grandes baleines dans l'Antarctique, mais les familles d'orques y abondent encore.
Le groupe très uni se compose de plusieurs femelles adultes, de quelques jeunes d'1 à 2 ans et d'un seul grand mâle, le chef, reconnaissable à sa grande nageoire dorsale. Ils se nourrissent de poissons et de calmars. À l'occasion, ils améliorent le menu avec des pingouins et des phoques. On les appelle en anglais des baleines tueuses, killer whales. Mais les orques ne méritent certainement pas plus que d'autres carnivores l'épithète de tueurs. Après sa rencontre avec les orques, la Calypso, cap au sud, parvient dans un site grandiose. Devant le navire se dresse un vieil iceberg sculpté. C'est le Sphinx, dit Cousteau. Et c'est bien le monstre monumental d'Égypte avec son corps de lion couché et sa tête d'homme. Le Sphinx blanc est un iceberg tabulaire détaché d'une falaise de glace voici plusieurs années. Il est échoué et risque par gros temps de se fracturer ou de chavirer. Ce sont les tempêtes antarctiques, la forte houle et le soleil d'été qui l'ont ainsi sculpté. Les dimensions du Sphinx sont fabuleuses. 80 mètres de hauteur, plus de 450 mètres de tirant d'eau. Une équipe est envoyée pour l'examiner. Le temps exceptionnellement beau permet à Cousteau d'amener la Calypso tout près de l'iceberg. Il compte bien que pendant ce temps, le Sphinx ne se désintégrera pas et ne se retournera pas. Les instructions nautiques pour l'Antarctique recommandent de passer au large des icebergs. Mais le chef plongeur Christian Bonissi ne peut se retenir d'escalader le Sphinx. Pour les autres aussi, le danger est oublié et ils ne résistent pas à la fascination d'une telle splendeur. Tout comme son modèle égyptien, le Sphinx de glace que nous contemplons est le produit d'un désert. Car le continent antarctique enfermé dans ses glaces est bien un désert. Il ne tombe ici que 15 cm de neige par an en moyenne. D'année en année, les cristaux de glace s'accumulent sans fondre et s'entassent pour constituer des glaciers. La première neige qui a formé cette masse flottante est tombée 45 000 ans avant la construction du Sphinx colossal de Gizeh, sculpté en 2500 avant Jésus-Christ. Pour rentrer à bord, les plongeurs profitent de la houle et franchissent une crevasse.
Le sonar de la Calypso a localisé la large base immergée du Sphinx. C'est là qu'ils vont plonger. À plus de 30 mètres de fond, l'iceberg s'élargit en un vaste plateau, régulièrement sculpté comme une balle de golf géante. C'est probablement le sel de l'eau de mer qui a façonné cette œuvre d'art sous-marine en rongeant la glace formée d'eau douce. L'unique habitant de cette demeure ouvragée attire notre attention. C'est la larve d'un poisson qui a quitté son banc au cours de sa métamorphose. Souvent, ces fragiles créatures cherchent refuge contre les phoques dans les fissures des icebergs. Le petit corps du poisson est encore partiellement transparent, semblable aux saillies de la glace. Son œil réfléchit intensément la lumière, feu solitaire dans ce désert glacé. Une bien petite chose, errant au hasard. Par satellite, Cousteau est en contact journalier avec la NASA. Tandis que la Calypso progresse vers le sud, Cousteau reçoit de John Harveyson du centre de recherche Ames en Californie les dernières informations sur l'état de la glace. Cousteau explique qu'il suit un couloir frangé de glace et qu'il fait beau. Mais la NASA l'avertit qu'en direction du sud, la mer de Bellinghausen est prise sur 120 000 nautiques de plus que l'an dernier. La glace se brise et s'entasse sur la route de la Calypso. Le pack qui dérive devant la Calypso devient de plus en plus épais. Nous stoppons la Calypso. Nous allons profiter du temps exceptionnellement beau pour faire une ascension en ballon. Comme poste d'observation, un ballon ne vaut pas un hélicoptère, mais il revient beaucoup moins cher et il est pratiquement silencieux. Il s'agit pour Philippe d'étudier ses possibilités d'utilisation pour l'Antarctique. Il faut tout d'abord amarrer la Calypso au plus large nénuphar de glace. Ensuite, pour fournir à l'équipe un espace suffisant pour le gonflage du ballon, 2 grands glaçons sont réunis entre eux avec l'aide d'un chaland. Pour des marins venus de la Méditerranée ensoleillée, ce quai antarctique offre un amarrage inattendu. Une fois le ballon transporté sur sa base de départ, les préparatifs pour l'ascension commencent. Un pingouin de l'espèce Adélie nous accueille à la fois avec méfiance et curiosité. Il nous interpelle de sa voix rauque. Jackie, il y a Yvan là? Philippe fait allumer le brûleur à propane. Pour gonfler le ballon de la Calypso, l'air chaud y est soufflé par un grand ventilateur.
nous avons emprunté à Homère le nom de sa nymphe, Calypso. Voici notre belle et virginale Calypso devenue aérienne pour prendre son essor avec Philippe au-dessus des mers australes. Philippe et Louis sont prêts. C'est la première ascension en ballon à air chaud au-dessus de l'Antarctique. Dans un silence glacé, Philippe, Breslin et les nymphes marines glissent au-dessus de la sérénité du monde. La visibilité est de plus de 200 000 marins. Les vols en ballon ont toujours été périlleux. Ici, le risque s'accroît parce qu'il s'agit de survoler une eau à moins 2 degrés. Si un homme y tombait, il ne survivrait pas longtemps. Mais en cas d'accident, notre hélicoptère se porterait au secours des naufragés. Nous avions espéré que le ballon permettrait aux spécialistes de recenser et de photographier les animaux sauvages sans les déranger. Mais nous constatons, en passant au-dessus d'eux, qu'ils regardent vers le ciel avec une certaine inquiétude. Le ballon libre traîne un nylon de remorque qu'un chaland saisira quand Philippe sera prêt à revenir. Ici, dans l'Antarctique, à cause de l'absence exceptionnelle de particules en suspension dans l'air, Philippe peut voir sur une étendue de 300 km le pack de glace chaotique qui dérive. Il serait impossible pour la Calypso de naviguer à travers cette formidable barrière. Mais entre la côte et les îles, il existe un étroit chenal, partiellement envahi par le pack et dominé par d'écrasants murs de glace. La Calypso tentera le passage avec l'espoir d'aller effectuer des plongées sous la banquise. Les nuits antarctiques prodiguent d'étranges clartés. L'inclinaison de la Terre en janvier et les rayons d'un soleil bas traversant des couches d'air polaire produisent des mirages et des lueurs incandescentes. Mais la glace qui barre la route de la Calypso n'a rien d'un mirage. Des chalands sont envoyés en avant pour tenter d'écarter les plus gros blocs. La Calypso se trouve maintenant bien au-delà du cercle antarctique. Elle peine au milieu des amas de glace qui sont maintenant trop gros pour que les chalands puissent les déplacer.
Enfin, un peu d'eau libre. Dans le chaland d'escorte, Paul Zuena profite d'un répit momentané. La chambre d'observation devant l'étrave de la Calypso est robuste. Elle est en acier épais et sert de pare-choc. Mais les hélices et le gouvernail ne sont pas protégés, ils sont vulnérables. De nouveau, le pack se referme. Le chaos des glaces se déplace lentement le long du chenal. Nous devons nous frayer un chemin dans ce passage étroit, dont nous ignorons la profondeur, et qui est resserré entre des montagnes abruptes et des falaises de glace. Celles-ci risquent à tout moment de s'effondrer et de nous engloutir. Vas-y, croche dedans. Tu l'as? Sans succès, nous essayons de lutter contre le pack qui s'est épaissi. Pour la première fois, je commence à avoir des doutes. Et si nous étions vraiment prisonniers? Si la Calypso était ceinturée par les glaces, au point de perdre toute possibilité de manœuvre? En 1915, le navire d'Ernest Shackleton, l'Endurance, a été pris par les glaces. Il passait pour le navire en bois le plus solide qui ait jamais été construit. L'Endurance fut pourtant écrasée comme une coquille de noix. Maintenant, les glaces menaçantes encerclent la Calypso, prêtes à nous broyer. Nous sommes pris au piège. Avec l'hélicoptère de reconnaissance, le pilote Bob McKeegan et Philippe vont chercher un passage pour échapper à cet étau. Au milieu de ces glaçons en forme de crêpe, un nouvel iceberg se dresse, colossal, récemment détaché du plateau de glace continentale. Mais au-delà de cet iceberg tabulaire, il existe un plan d'eau bleue où flottent des icebergs poussés par le courant. Bob McKeegan et Philippe changent de cap à la recherche d'un passage vers l'eau libre sans danger pour la Calypso. Ils sont en contact radio avec le commandant Cousteau. Ce que je voudrais savoir, c'est si une fois qu'on a contourné vers l'ouest, on trouve l'eau libre vers le sud. Philippe a repéré un chenal navigable et indique à Cousteau sa position. La Calypso et l'hélicoptère vont se retrouver près d'un très ancien iceberg qui s'est échoué dans la passe. La Calypso s'est faufilée au milieu des glaces qui la bloquaient. Maintenant, presque sans obstacle, elle continue sa route. Entre des falaises de glace qui nous dominent de chaque bord, nous progressons facilement dans de la glace à whisky. Nous respirons tous plus à l'aise. Nous avons évité le pire. Nous en sommes quittes pour quelques éraflures sur la coque.
C'est par un matin éblouissant que nous découvrons un panorama d'une beauté immaculée. Pour l'équipe, cette hauteur étincelante va devenir la montagne mystique. La Calypso approche maintenant du but, la banquise compacte qui s'étend au pied du glacier. C'est ici que les plongeurs vont explorer la vie qui se cache sous un océan de glace. La Calypso s'est frayé un chemin jusqu'à une baie presque inaccessible où les phoques abondent. Les hommes ont finalement atteint une vaste étendue de glace qui borde les montagnes sur plus de 30 km de long. C'est de là que partira l'expédition de plongée. La Calypso s'amarre à la banquise. Mais Cousteau sait bien que si le temps change tant soit peu, la mer peut geler en quelques heures et emprisonner le bateau. La température de la mer est descendue au-dessous de moins 2 degrés centigrades. Les chalands brasseront sans cesse la glace qui se forme autour du navire de crainte qu'il ne soit bloqué. Sur des traîneaux improvisés, Cousteau et l'équipe de plongée halent leur équipement, comme le fit l'explorateur anglais Robert Scott lors de sa course tragique au pôle Sud. On va peut-être en chaland, parce que le bac... Cousteau, qui cherche des trous de phoque, remarque que le pack se fissure. Il pourrait bien arriver que le groupe ait besoin d'embarcations pour revenir. Pour percer ce trou rond et lisse, les phoques de Weddell ont rongé 2 mètres de glace avec leurs dents. Ils entretiennent en permanence ce trou, qui est leur accès vers leur garde-manger. Ils partagent quelquefois ces ouvertures avec les phoques crabiers. Voilà, super. Nous allons légèrement agrandir 2 trous. Nous pourrons plonger par l'un, explorer sous la glace le domaine des phoques, et en cas d'incident, remonter par l'autre. C'est un jouet d'enfant, ça. Philippe a élargi le premier trou et il aide maintenant Bonissi pour le deuxième. C'est pas la peine de le faire trop grand, hein. Non plus. Nous nous sommes demandé si les phoques allaient encore utiliser ces trous agrandis par l'homme. Ah, évidemment, il y a vous. Ouais. Ça doit être bien. Ici, sous la glace, le fond est à 600 mètres. Les phoques de Weddell peuvent descendre jusque-là. Nous essaierons de filmer leur plongée. Hein? Je pense que sur la chair, hein, c'est carrément. Non, non, sur la chair, parce que mon nez au pas des côtés. Je vais mettre dessus. Dans cet univers acoustique, on entend les appels des phoques à des kilomètres de distance. Des algues verdâtres, microscopiques, tapissent l'épais plafond.
Les phoques de Weddell passent une grande partie de l'hiver sous la glace où il fait moins froid qu'en surface. Des ténèbres sans fond montent les cris des phoques qui se trouvent à des centaines de mètres plus bas. Les phoques de Weddell sont des plongeurs fantastiques. Ils peuvent rester près d'une heure sous l'eau. Ils sont capables d'atteindre 600 mètres de fond et de nager pendant 8 km sous la glace. En utilisant leur sonar, ils réussissent à retrouver leur trou de respiration. Les trous de phoques commencent à geler. Il est temps de partir. Nous ne pouvons pas, comme les phoques de Weddell, creuser avec les dents un trou pour sortir. Maintenant, Cousteau met à l'eau sa soucoupe plongeante. La survivance de certains poissons antarctiques dans une eau au-dessous du point de congélation est depuis longtemps une énigme. Le plus mystérieux d'entre eux est l'insaisissable et presque légendaire Ice Fish, ou poisson des glaces, connu pour n'avoir pas de globules rouges dans le sang. Cousteau filmera, pendant qu'Albert Falco pilotera l'engin à 2 places qui a déjà exploré la plupart des mers du monde. Disposant d'une caméra supplémentaire sur trépied avec commande à distance, Cousteau et Falco descendent dans les eaux glaciales. C'est comme ça que je suis le mieux placé. Ok. Nous descendons le long d'un iceberg vers les fonds rocheux qui se trouvent en dessous. Je suis curieux de voir quelle forme de vie subsiste dans des conditions aussi rigoureuses. Notre première rencontre est étrange. Qu'est-ce que c'est cette espèce de boule de plastique au bout d'une tige? Ah, mais c'est ces fameuses amphibies, là. On sait peu de choses sur cet animal des profondeurs, un sel enterré. Cette boule, attachée au rocher par un filament, joue le rôle de bouche. Son corps, qui mesure plus de 2 mètres et qui ressemble à celui d'un ver, est venimeux. Il paralyse des crevettes. Il s'enroule autour de sa proie et se contracte lentement pour porter les victimes à ce qui lui sert de bouche. Puis les tentacules nourriciers groupés autour de la boule videront la proie de sa chair. Ah ben voilà, une de ces méduses. Se balançant comme une cloche de Noël, un genre de méduse pêche une nourriture microscopique. Nous tombons sur un poisson limace, une créature rose et gélatineuse qui vit en eau froide. Il ondule paresseusement, il cherche avec sa bouche en forme de ventouse des petites proies dans la vase à diatomée. Surgissant des profondeurs, voici les proies favorites des phoques de Weddell. Ce sont des calmars. Les phares de notre soucoupe se reflètent sur les pigments de leur corps qui sont probablement fluorescents.
C'est la première fois qu'on observe des calmars vivants dans l'Antarctique. Une autre espèce de calmar avec des ailes de gaz transparentes que nous ne connaissons pas. Enfin, l'icefish, le poisson des glaces. On ne le trouve que dans l'Antarctique et il n'avait jamais été filmé auparavant dans son environnement naturel. Quand la température descend au-dessous de -2 degrés centigrades, le poisson libère une protéine spéciale dans son sang, un peu comme un automobiliste met de l'antigel dans son radiateur. Le sang de l'icefish n'a pas de globules rouges, donc pas d'hémoglobine pour fixer l'oxygène. C'est uniquement de l'oxygène dissous qui est transporté par le liquide incolore qui lui sert de sang. Le monde grouillant que nous laissons en dessous de nous prospère à l'extrême limite de la vie. 1 ou 2 degrés de moins dans l'eau et rien ne survivrait. Quelle est la profondeur, la BVR? Falco lance au-dessus de la surface les jets d'eau qui servent à propulser le sous-marin miniature. Il signale ainsi l'emplacement de la soucoupe pour que la Calypso la récupère dans une mer prête à geler. On ne peut guère se fier au ciel et à la mer. Mais si l'hiver veut bien attendre, les hommes de la Calypso en profiteront maintenant pour plonger sous la glace, en partant du continent même. À la fin de janvier, des vents glacés qui annoncent un hiver précoce soufflent entre des fragments d'iceberg dispersés par la houle. Philippe Cousteau dirige un groupe de plongée vers les falaises de la côte. La montagne mystique où les plongeurs se rendent se trouve à l'abri d'un rempart de glace. Les phoques crabiers se déplacent rapidement sur la glace comme s'ils nageaient. Ce sont les plus agiles des phoques de l'Antarctique. Philippe se laisse glisser silencieusement dans la mer pour les filmer. Ces soi-disant mangeurs de crabes sont en fait des mangeurs de krill, car cette petite crevette constitue leur principale nourriture. Les phoques crabiers, il y en a de 15 à 40 millions, sont plus nombreux que tous les autres phoques de l'Antarctique. Et il y a bien entendu beaucoup plus de phoques dans l'eau qu'on en voit sur la glace. Les explorateurs des mers australes ont raconté qu'ils entendaient sous leurs pieds les cris des phoques. Maintenant, Philippe et son équipe poursuivent leur dangereuse descente de plus en plus bas, le long d'un mur de glace qui n'en finit pas. Tandis que les plongeurs s'aventurent dans une succession de cavernes, aux voix lointaines des phoques se mêlent les craquements sinistres de la glace qui travaille.
À travers les siècles, cette glace d'eau douce fond, gèle de nouveau, se brise et se déforme. Ces murs, ces planchers et ces plafonds permutent sans cesse au fur et à mesure que les grottes se creusent ou se défont. Les cavernes de cristal disloquées pourraient s'écrouler en un instant et devenir des tombes. Une ouverture conduit à un dédale de miroirs où l'esprit s'égare. Les hommes s'enfoncent toujours plus loin dans le labyrinthe, accompagnés par les craquements angoissants de la glace et hantés par les chants continuels des phoques. Les plongeurs se faufilent entre ces prismes d'eau pure qui ressemblent à de gigantesques épées de diamants. Les hommes émergent dans une étroite grotte translucide. Les voilà enfin hors des cavernes. Ils se regroupent et ils abandonnent ces catacombes de glace aux fantômes des phoques. Il est temps pour les plongeurs de suivre leurs bulles qui les mèneront en surface. Dans le ciel, la forme des nuages annonce un changement de temps. La Calypso se déplace lentement vers le sud en longeant les contreforts de glace qui bordent le rivage. Tandis que le navire s'éloigne du soleil, toujours plus bas sur l'horizon, l'étrange lumière change en or les tours des icebergs. Ici, les teintes de la glace évoquent les sables du désert. Le continent antarctique est bien un désert baigné par une mer fertile. Sur cette terre des paradoxes, nous sommes des voyageurs solitaires, accompagnés seulement par notre propre reflet, sous le soleil d'un été qui meurt. Comme tout ça. C'est rentré ça. Perdus dans cette immensité immuable, nous ne sommes que des ombres qui passent. Pendant des millions d'années avant que le soleil ne luise pour les hommes, il a éclairé des montagnes de glace qui peut-être même nous survivront. Pour nous, l'été austral fuit jour après jour. Avant peu, il nous faudra faire route avec le soleil pour échapper à la longue nuit polaire. Les monuments de glace et les vents sauvages
régneront seuls sur la nuit antarctique. Au large du continent antarctique, la Calypso est malmenée par des vents déchaînés qui atteindront 160 km à l'heure. Le navire de Cousteau sera gravement endommagé par les assauts des glaces dérivantes. Incrustée de givre, avec une visibilité presque nulle, la Calypso, dont le sort dépend de son radar et des satellites de la NASA, va se battre pour sa vie, en essayant d'échapper à l'hiver austral dans la 4e partie de l'expédition Cousteau dans l'Antarctique, Blizzard à Esperanza. Avant que l'hiver ne s'abatte sur l'Antarctique, Cousteau s'envole en hélicoptère pour voir s'il est possible de continuer de faire route dans une mer si prompte à changer. Le soleil ne s'élève plus guère au-dessus de l'horizon. Quand il disparaîtra complètement, la mer gèlera sur des centaines de kilomètres. Pendant le court été antarctique, Cousteau a étudié les fonds et la vie marine autour du continent glaciaire. Maintenant, il tente de prolonger ses recherches aussi longtemps que possible avant que les glaces, au milieu desquelles la Calypso doit manœuvrer, se trouvent prises en une masse infranchissable. Au-dessous de nous, un groupe de phoques crabiers qui se gavent de petites crevettes en prévision de l'hiver. Le krill est la nourriture de base des mammifères et des oiseaux dans les mers généreuses qui bordent l'Antarctique. Les baleines, ici de petits rorquals, mangent aussi des tonnes de krill dont elles emmagasinent la valeur énergétique sous forme d'huile et de lard. Elles feront appel à ces réserves quand elles émigreront vers des mers plus chaudes mais moins riches pour mettre au monde leurs petits et les élever. Nous regagnons la Calypso en survolant de gigantesques icebergs tabulaires qui dérivent en pleine mer. On en a mesuré qui dépassaient 150 km de long. Je suis convaincu qu'il reste maintenant très peu de jours avant que l'hiver couvre d'une chape de glace les eaux de l'Antarctique. Le chenal du Nord est encore libre. La Calypso va maintenant profiter des jours fugitifs de l'été pour poursuivre ses recherches sous-marines plus au nord, là où l'offensive du froid sera plus tardive.
Voici la 4e partie de l'expédition Cousteau dans l'Antarctique. La mission de la Calypso dans les mers australes s'achèvera dans les eaux redoutables de la baie Esperanza. En route pour Esperanza, la baie de l'Espoir, la Calypso se dirige maintenant vers le nord. Elle longe la péninsule antarctique et cherche son chemin de chenal en chenal entre les îles, les récifs et les icebergs. Dans l'air, un coup de froid annonce l'hiver. Les cormorans impériaux se gavent de nourriture dans ces eaux et ils se rassemblent en vue de leur migration vers des mers plus chaudes. Les cormorans se réunissent dans un groupe d'îlots et Cousteau découvre là un refuge de la vie antarctique où personne ne s'est encore aventuré. Il l'appelle Port Calypso. Philippe organise une expédition jusqu'à une anse cachée où une reconnaissance en hélicoptère a révélé un petit troupeau d'otaries à fourrure, ou otaries de Kerguelen. Ces otaries ont été presque exterminées pour leur épaisse fourrure. Nous sommes heureux de constater qu'elles semblent revivre ici. Dans ce paradis pratiquement inaccessible à l'homme, les otaries jouent et lissent leurs longues moustaches. La découverte des otaries à fourrure dans leur retraite rocheuse nous fournit une occasion rare de les filmer à la fois hors de l'eau et sous l'eau. Les otaries à fourrure, comme les 5 espèces de phoques qui vivent autour du continent blanc, sont protégées par des mesures prises dans le cadre du traité de l'Antarctique. Maintenant, elles n'ont pas peur des hommes. Leur comportement n'est apparemment pas troublé par la présence des visiteurs, leurs confrères aux pieds palmés. Pour les otaries à fourrure, la mer n'est pas le seul lieu de récréation. Ils se livrent aussi sur les rochers au plaisir de se faire la cour. Une jeune femelle poursuit de ses assiduités un beau mâle. Elle le mordit au cou et lui tire les moustaches. Nous prenons congé de ces otaries miraculées avec l'espoir que toutes les nations continueront de respecter le traité de l'Antarctique et ses mesures de protection de la faune. Soudain, le front d'un glacier, miné par les ruisseaux provenant de la fonte des neiges, commence à s'écrouler.
Le chenal pourrait bientôt être obstrué devant la Calypso par les débris de ces montagnes de glace. Il est urgent d'échapper à ce piège. En quelques minutes, la mer qui était encore libre devant nous se transforme en un champ de glace poussé vers la Calypso. Il nous faut manœuvrer prudemment parmi les blocs de glace qui paraissent plus petits qu'ils ne sont. Sous les chocs, l'étrave métallique résonne. Progressant à un demi-nœud environ, la Calypso poursuit sa percée. Le chenal est maintenant si encombré qu'il n'est plus possible d'éviter les chocs. Notre solide proue d'acier repousse un bloc qui se prolonge sous la surface par une arête invisible de 2 mètres de long. Nous le heurtons. Le bloc en carambole un autre et revient frapper la Calypso à l'arrière où se trouvent les hélices et le gouvernail. Nous immergeons une caméra de télévision pour évaluer l'étendue des dégâts. Les deux avaries n'ont pas l'air d'être... Au carré, l'écran de télévision révèle que l'une des deux hélices est faussée. C'est très incliné vers l'arrière. Ça m'embête. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une pale... Étant donné que l'une des pales est tordue vers l'arrière et l'autre vers l'avant, Philippe pense que l'hélice a pu être heurtée par 2 blocs de glace. Ils sont encourus vers l'avant. À mon avis, ce sont 2 chocs différents. 2 icebergs différents. Et il n'y a pas d'autre solution que de gagner l'abri de la station Palmer, où la réparation pourra être effectuée par les plongeurs de la Calypso. L'hélice endommagée provoque des vibrations dangereuses en pleine vitesse. Nous sommes obligés de ne pas marcher à plus de 7 nœuds. Tout à coup, par visibilité réduite, nous arrivons sur un récif immergé. Il n'est pas porté sur les cartes. Seuls des brisants le signalent. Nous battons en arrière juste à temps pour l'éviter. Nous ne sommes guère mieux lotis que les anciens navigateurs avec leurs cartes rudimentaires. La Calypso va chercher refuge à la station Palmer, une base américaine proche. Tous les navires dans les parages, y compris nous, ont été avisés qu'un navigateur solitaire était perdu depuis 2 mois dans l'Antarctique. À notre stupéfaction, le naufragé arrive à Palmer peu après nous. Notre chaland aide le voilier dématé à se mettre à coupe de la Calypso. Ainsi prenait fin l'épopée dramatique du docteur David Lewis. Le docteur Lewis était parti d'Australie pour tenter seul de faire le tour de l'Antarctique. Son sloop de 10 mètres, l'Oiseau des glaces, a chaviré sous les lames, le mât brisé, la radio hors d'usage. Trempé par la mer pendant 2 mois dans un froid glacial, il a survécu tant bien que mal. La première tasse de café du docteur Lewis est un événement chargé d'émotions.
And when did you have your accident to the mast? Son mât a été brisé le 27 novembre. Il a réussi à tenir 2 mois sur cette coque de noix et à parcourir 2500 milles. Ses doigts sont gelés, il perdra tous ses ongles, mais il peut quand même utiliser ses mains. Elles sont comme des nageoires, dit-il. And the nails are going to fall off? Or? Yeah. I see. Un message de Noël tardif sera envoyé en Bellino par satellite aux filles du docteur Lewis, Vicky, 10 ans, et Suzy, 11 ans. Vous me manquez beaucoup. J'espère que vous n'étiez pas trop inquiète. Avez-vous passé un bon Noël? J'ai partagé le mien avec les petits oiseaux des glaces. J'aime mes filles plus que tout au monde. Papa. Le docteur Lewis est abasourdi. Il est encore sceptique sur les possibilités de l'ère spatiale. Il ne croit guère à la transmission de ce message si important pour lui. Philippe informe la NASA que le message sera transmis dans 10 secondes. John Averson de la NASA a tout bien reçu et contactera la Calypso à 18h30 le lendemain. Maintenant, en route pour la mer de Weddell, la Calypso Cap au nord rencontre une sorte de gros bouchon de glace. Ces oscillations démesurées sont dues à un parfait synchronisme avec le rythme de la houle. La Calypso met le cap à l'est pour contourner la péninsule antarctique et se fraye un passage entre des icebergs gigantesques vers la mer de Weddell. Ici, les icebergs, poussés par les tempêtes et le gel brutal des eaux, ont anéanti bien des navires. Un jour indécis, une atmosphère oppressante, alors que nous approchons du but. L'accès à la mer de Weddell est calme pour l'instant. Par dérision, les Argentins ont appelé cette baie Esperanza, la baie de l'espoir. Calypso, Calypso, nous sommes sur place maintenant. À la baie de l'Espoir, Philippe et l'équipe de prise de vue sont partis explorer les ruines d'un château de glace. L'iceberg échoué est en train de se désintégrer. Les vents furieux et les fortes houles ont créé un enchevêtrement de pics et de grottes que les plongeurs vont explorer. Philippe découvre un tunnel qui descend vers le centre de l'iceberg. Passez-moi la caméra sous-marine, la 9. Dorado pénètre sous une arche et disparaît quelques instants. À l'intérieur, il a trouvé d'autres tunnels assez grands pour qu'on puisse y plonger. Il y a d'autres tunnels à l'intérieur. Là. Ce sera la première exploration sous-marine jamais faite au cœur d'un iceberg. À l'intérieur du donjon de glace, un couloir obscur mène les plongeurs sous l'iceberg échoué. Ce monument fragile, parvenu à un état avancé de détérioration, pourrait s'effondrer à tout instant et précipiter sur nos hommes des tonnes de glace.
Les plongeurs entrent dans un labyrinthe de reflets éblouissants et de couloirs vertigineux. À la vue comme au toucher, l'aspect de la glace change sans cesse. Bientôt l'appréhension s'apaise. Les plongeurs ne résistent pas à la tentation de caresser de leurs mains les murs de glace, tandis qu'ils se glissent au cœur de cette structure fantastique. La lumière de leur lampe pénètre profondément dans la glace transparente et révèle les secrets du passé des icebergs. Pendant des centaines de milliers d'années, lorsque cet iceberg faisait encore partie d'un glacier, chaque tempête, chacun des hivers et des étés s'est gravé dans le cristal qui est en train de fondre. Les plongeurs sont entraînés une fois de plus dans les entrailles mêmes de l'iceberg. Ils pénètrent au cœur d'une grotte. Ils se trouvent à l'intérieur d'une cellule de cristal. Une longue descente dans un tunnel les conduit jusqu'au fond de la mer. Ils se regroupent prudemment pour remonter le long de la face extérieure de l'iceberg en ruine. Tandis que Cousteau organise les prochaines recherches, des rafales de neige annoncent un changement de temps radical. La température dans la mer et dans l'air tombe brusquement. L'équipe de la Calypso va multiplier les plongées pour accomplir le plus de travail possible avant l'assaut de l'hiver. Récréation, la première vraie chute de neige. Chacun redevient enfant. Attention! Hop! Hé, à gauche! Le capitaine Alain Bougaran s'amuse comme les autres. Allez, chope-le! Février dans l'Antarctique. Bientôt vont commencer 9 mois d'hiver. L'équipe ne se doute pas que cette première neige va bientôt devenir un furieux blizzard. La baie de l'Espoir, une étroite et profonde vallée glaciaire submergée à l'entrée de la mer de Weddell. Tandis que les plongeurs de la Calypso multiplient leurs explorations, les pingouins, mieux avertis que les hommes par leur instinct, semblent avoir pressenti un brusque changement de temps et se rassemblent au bord de l'eau. Ces pingouins sont pour la plupart de jeunes adélis. Leurs parents les ont laissés sur place et ont quitté les roqueries pour aller pêcher en mer. Les rejetons adolescents devront bientôt abandonner ces rivages sans ressources et gagneront des îlots de glace flottantes afin de trouver eux aussi leur nourriture dans la mer au cours des longs mois d'hiver qui les attendent. En raison de la simplicité fondamentale des cycles de vie dans l'Antarctique, le comportement des animaux est plus facile à observer et à interpréter.
Les jeunes pingouins âgés de 2 ou 3 mois sont capables de résister aux rigueurs de l'hiver austral. À eux seuls, ils illustrent les adaptations extraordinaires de la faune antarctique aux conditions extrêmes du milieu polaire. La baie est en train de geler et quelques pingouins sont déjà installés sur les glaces flottantes. Les jeunes vont passer 4 ans en mer, à proximité des glaces flottantes où ils se reposent et où ils muent chaque année. Puis, quand ils seront adultes, ils retourneront exactement à la roquerie où ils sont nés pour se reproduire. Excités par l'arrivée de l'hiver, les pingouins attrapent de gros flocons de neige qui tombent doucement. Les plongeurs s'apprêtent à filmer le départ des pingouins vers les îlots de glace flottante. Les vêtements étanches de nos plongeurs sont gonflés d'air pour assurer un bon isolement thermique dans l'eau glacée. La protection des pingouins consiste aussi en un vêtement étanche mais fait de plumes huilées, doublé d'un fin duvet à même la peau. Les physiologistes étudient l'adaptation humaine aux contraintes polaires. On a encore beaucoup à apprendre des pingouins, animaux à sang chaud, comme tous les oiseaux. Ils peuvent s'ébattre impunément dans des eaux glaciales qui tueraient en quelques minutes un homme sans protection. De la glace s'est déposée sur les caméras sous-marines. Philippe pourra cependant filmer près d'1 heure dans de telles conditions. Une croûte de glace de mer se forme au-dessus des plongeurs. Le temps empire tout le long de la côte. Un jeune pingouin déclenche la migration générale vers les glaces flottantes. Un pingouin peut sauter à 2,50 m au-dessus de l'eau. Mais l'atterrissage n'est pas toujours parfait. Ils arrivent par vagues successives avec des pointes de vitesse allant jusqu'à 45 km à l'heure. Les jeunes pingouins foncent, laissant nos plongeurs sur place. Un dernier venu s'installe au milieu de ses camarades apprentis marins. C'est sur ce genre d'îlot qu'ils trouveront refuge au cours de 4 années de vie en mer. La neige tombe encore quand Philippe termine sa plongée. Le vêtement étanche, gonflable, permet bien de régler la flottabilité dans l'eau, mais il est plutôt gênant à terre. Les hommes s'apprêtent à retourner sur la Calypso. Pour regagner le Zodiac, Sumion a gonflé sa combinaison d'une manière impressionnante.
Philippe ne se tient pas pour battu. Sumian saute à l'eau. Philippe suit, gonflé comme un crapaud buffle. C'est à qui deviendra le roi de cette mare. À bord de la Calypso, Cousteau est en contact par satellite avec la NASA. Attendez, hein. Did you ask me about the weather conditions we are now? According to... Cousteau informe la NASA que la météo est conforme aux photographies prises par satellite. And according to what I see through my window, they coincide pretty well. Very sad, grey weather. Un temps gris et très triste, avec vent modéré. La mer grossit, dit-il, et une dépression venant de l'ouest nous atteindra probablement demain. S'ouvrant un passage à travers ce sorbet, les plongeurs reviennent à la Calypso tandis que la neige s'épaissit. La discussion avec la NASA m'inquiète. Bien que la mer soit calme pour le moment, les choses vont changer rapidement. Le vent qui descend des glaciers peut se déchaîner à tout instant. Déjà, le baromètre est tombé et l'eau gèle autour de nous. Peut-être sommes-nous restés ici trop longtemps. Cousteau n'a pas le temps de fuir la tempête. La Calypso est mouillée à grande profondeur. Avant que l'ancre puisse être relevée, un vent furieux s'abat sur la baie de l'Espoir. Le vent tombe des glaciers en hurlant et atteint en 5 minutes 65 nœuds. Il chasse les gros blocs de glace hors de la baie et les pousse contre la Calypso. Un bloc de glace déchiqueté va entrer en collision avec la Calypso. C'est inévitable. Un choc sourd m'avertit que nous sommes touchés. Une autre masse de glace qui représente plusieurs fois le poids de notre navire frappe notre arrière. Des centaines de glaçons raclent notre coque en bois. C'est une lutte dérisoire contre un adversaire écrasant. Et quand enfin le vent a balayé la plus grande partie de la glace loin de nous vers la pleine mer, nous savons que nous avons subi des avaries graves. Falco a été chargé d'évaluer les dégâts sous la flottaison. Pour gagner du temps, il a été descendu par la grue qui sert à mettre à l'eau la soucoupe plongeante. Falco, après avoir examiné le gouvernail et les hélices, est hissé dans une chaise de calfa. Cousteau et tout le monde à bord attendent anxieusement son rapport. C'est cassé. À la deuxième chaise, là, à l'intérieur, là. Vous avez un manchon. Non seulement l'hélice tribord est gravement faussée,
Mais encore, l'arbre de l'hélice bâbord est cassé. C'est très sérieux. Il y a 10 cm de sortie de l'intérieur de ce machin. L'arbre est sorti, il est cassé net là. Et le blizzard vient juste de commencer. Quand on est dans l'eau et que l'arbre est allumé, il faut y aller. Philippe filme l'intervention des plongeurs sous l'arrière de la Calypso endommagée. Le vent force toujours. Il n'y a pas une minute à perdre. Les dégâts provoqués par la collision avec le bloc de glace sont inquiétants. Sous le choc, l'arbre de l'hélice bâbord a été brisé. Il est sorti de son manchon. Il ne faut plus songer à nous servir de cette hélice. Il faut amarrer l'arbre cassé pour que l'hélice ne vienne pas coincer le gouvernail bâbord et nous immobiliser complètement. D'un plongeur à l'autre, les signaux sont transmis à Paul Zuena qui est au treuil. Et l'arbre porte-hélice est saisi par un fort palan. L'hélice tribord a également été endommagée, mais les plongeurs n'osent pas s'attarder pour tenter de la réparer. Le baromètre descend et le blizzard à Esperanza s'aggrave. La Calypso doit de nouveau lever l'ancre. Notre moteur tribord fait entendre des bruits inquiétants. L'entrée de la baie est bloquée par une flottille d'icebergs qui défilent à vive allure. Tous les panneaux sont fermés, y compris celui de notre soucoupe plongeante. Il fait nuit en plein jour. Sans radar, nous serions perdus. Par visibilité nulle, dans des eaux trop profondes pour jeter l'ancre, je suis obligé de tourner en rond dans une baie large de 400 mètres. Le vent atteint la vitesse d'un ouragan, plus de 80 nœuds. La Calypso se couvre d'embrun qui gèle. Nous tournons dans le blizzard pendant 3 jours et 3 nuits sur notre seule hélice faussée. Enfin, s'aventurant dans le ciel, un oiseau de mer. C'est la fin de la tempête. Après avoir passé 3 jours sur la passerelle avec le commandant Roger Breno et Alain Bougaran, Cousteau saisit la première occasion d'inspecter son navire. Nous estimons que la Calypso est chargée de 30 tonnes de glace dans les eaux, ce qui diminue dangereusement sa stabilité. En tout cas, elle tiendrait moins bien par fort vent et forte mer. Cousteau avise la NASA. Calypso encore à Esperanza. Nous sommes prisonniers ici. Nos avaries sont graves. Nous envisageons de rentrer dès que possible.
À bord de la Calypso commence un travail de terrassier. Un trou dans la coque à 70 cm de la ligne de flottaison est provisoirement colmaté. Les chaînes d'encre sont dégagées. Émergeant peu à peu de sa prison de glace, la Calypso doit encore affronter son plus périlleux voyage. Une distance un peu supérieure. Bougaran et moi étudions la situation des glaces telle qu'elle apparaît sur les photos des satellites. La côte ouest. Notre premier objectif est l'île du roi George, pour y préparer à l'abri la traversée du détroit de Drake. Elle est là. Dans l'immédiat, la Calypso doit sortir de la baie de l'Espoir en franchissant l'étroit goulet antarctique encombré de glace. Que la traversée du Drake. Notre hélicoptère nous montrera le chemin. La Calypso se traîne péniblement. Après un blizzard, souvent le vent tourne de 180 degrés et reprend en soufflant avec violence. Pour éviter cette nouvelle tempête, Cousteau décide d'appareiller sans délai et de franchir pendant la nuit le détroit antarctique. L'hélicoptère revient pour les guider à travers les obstacles situés juste devant eux. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la barrière que nous avons devant nous là actuellement, si en allant vers l'ouest, à quelle distance on peut la contourner à toi? La Calypso est talonnée par l'hiver. Malgré l'angoisse qui règne à bord, les plongeurs regrettent de quitter si tôt le monde sous-marin des glaces qu'ils ont appris à aimer. La Calypso blessée doit maintenant affronter les traîtrises du passage de Drake jusqu'au Cap Horn, à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud. Plus loin. Bon, café Bougaran. Allô, Bougaran de Calypso, m'entendez-vous à vous? Bougaran s'est rendu à la station chilienne de l'île du roi George pour y consulter des spécialistes de la météo antarctique avant de tenter la traversée. Ah bon, très bien. Alors, vous confirmez que la... Bougaran suggère d'appareiller immédiatement. On peut espérer une accalmie exceptionnelle dans le détroit de Drake, où il y a généralement une tempête tous les 3 jours. Cousteau répond que cette information est confirmée par les photos des satellites américains. La Calypso blessée mettra 4 jours et demi à franchir le passage. Cousteau doit profiter de la chance qui s'offre. Une nouvelle rassurante. Une canonnière chilienne les accompagnera. Ok, bon, eh bien on va lancer les moteurs alors. Quelques heures après l'appareillage, dans la brume du matin, apparaît le Yelko, escorteur chilien de la Calypso. À la vitesse dérisoire de 5 nœuds, sur une seule hélice d'ailleurs faussée et accouplée à un moteur fatigué, la Calypso s'engage dans les eaux que les marins redoutent le plus au monde. En plus du Yell Show, 3 satellites ainsi que le service météo de la marine américaine ne cessent de veiller sur notre pauvre navire. Si notre deuxième arbre d'hélice cassait sous l'effet des vibrations, notre navire serait livré sans défense à la prochaine tempête et nous ne pourrions compter que sur le Yell Show pour nous remorquer vers le salut.
L'apparition rassurante des dauphins devant notre proue nous indique que nous approchons de la Terre. La NASA demande à la Calypso de la prévenir quand elle se trouvera en sécurité. Cousteau répond que c'est chose faite. L'équipe de la NASA s'écrie « Bravo, nous allons boire à votre santé ». Au large de la Terre de Feu, Cousteau quitte la Calypso en Zodiac pour rendre visite à la canonnière chilienne. De la part de l'océanographe français, c'est un salut conforme à l'esprit d'entraide des marins, plus fort que toutes les barrières entre nations. Cousteau monte à bord du Yelko pour exprimer ses sentiments à l'équipage et ses remerciements à son commandant. Le capitaine de corvette Carrasco accueille chaleureusement le commandant Cousteau. Après réparation, la Calypso sera bientôt en mesure de repartir pour de nouvelles croisières. Les informations que nous avons rassemblées en collaboration avec la NASA réclameront une longue analyse. La Calypso a exploré avec succès les eaux les plus dangereuses du monde. Assaillie par les icebergs et cernée par des tempêtes furieuses, elle a résisté. Blessée mais invaincue, elle a mené à bien sa plus grande et sa plus téméraire aventure. Nous étions venus en Antarctique pour y mener la première expédition entièrement consacrée à la plongée. Avec un hélicoptère, des vêtements isolants et la soucoupe plongeante, nous avons passé des centaines d'heures à observer et à filmer le comportement des animaux depuis la surface jusqu'à 350 mètres de fond. Nous avons étudié la productivité de ces mers froides. Nous avons été navrés de rencontrer bien peu de baleines en raison du massacre inconsidéré dont elles ont été l'objet. Mais nous avons pu constater que ces eaux étaient biologiquement parmi les plus riches du monde. Et au-dessus de la surface, une atmosphère transparente me rappelait celle de mon enfance, quand on pouvait encore apercevoir les Alpes depuis la Tour Eiffel. Notre découverte d'une colonie prospère et inconnue d'otaries à fourrure nous a prouvé une fois de plus que la nature répond avec générosité à des mesures judicieuses de protection. Les pingouins furent nos fidèles compagnons. Ils nous ont révélé l'élégance, la rapidité de leur vol dans la mer, leur courage quand ils font face avec succès à leurs ennemis. Nous étions en quête d'inconnus et nous avons découvert ce que connaissaient nos ancêtres, l'harmonie et la pureté de notre planète. Puisse le dernier continent exploré par l'homme être le premier qui l'épargne. Un peu partout, nos méfaits pèsent lourdement sur la nature. Que de cette nuit de fautes et d'erreurs surgisse une aube de respect et d'amour pour les créatures libres et pour la dernière terre vierge de la planète, l'Antarctique.